L'époque hellénistique revêt une importance assez considérable. Si l'on se base sur le plan purement politique, cette période hellénistique se clôt par un échec, puisqu'effectivement, Rome et d'autres barbares, et des barbares plutôt, considérés comme tels par les Grecs, puisque barbaros en grec veut dire étranger, donc il ne faut pas y mettre de nuances, je dirais, particulièrement négatives. Donc, ces royaumes hellénistiques disparaissent. Ensuite, il faut peut-être voir les choses d'une manière un petit peu différente, parce que sur le plan de la civilisation, ces États hellénistiques vont laisser des traces importantes dans le domaine culturel. On va le voir en particulier pour Rome. Sur la ligne du temps que j'ai tracée sur le tableau de gauche, vous allez voir que j'ai repris les dates qui nous intéressent et qui montrent ce passage, cette transition des royaumes hellénistiques vers l'annexion, la conquête romaine. Vous voyez que cette ligne du temps va en gros de 200 avant Jésus-Christ jusqu'au début de l'ère chrétienne, ou plutôt ce qui précède immédiatement le début de l'ère chrétienne. Vous verrez en particulier que j'ai noté en blanc à droite donc le nom des moments clés où ces royaumes hellénistiques disparaissent ou en tout cas connaissent une réduction sensible de leur territoire. Vous avez tout d'abord en 188 la paix d'Apamée, où le roi séleucide Antiochus III perd une grande partie, presque tous ses territoires en Asie mineure au profit du royaume de Pergame. Le royaume des Séleucides disparaîtra complètement pour devenir une province romaine en 68 avant Jésus-Christ. Ensuite, vous avez en 168 la bataille de Pydna. Alors là, ce n'est plus l'empire séleucide, c'est le royaume des Antigonides, autrement dit, le royaume de Macédoine, où le dernier roi donc macédonien de Macédoine, parce qu'il faut distinguer les Macédoniens de Macédoine et tous ces royaumes macédoniens qui se sont établis dans l'ex-empire perse, est battu à la bataille de Pydna par les Romains. En 148, donc 20 ans plus tard, la Macédoine devient définitivement une province romaine. Ensuite, en 133, Attale III, le roi de Pergame, lègue son royaume aux Romains, qui 4 ans plus tard, en 129, en font une province. Ensuite, quatrième royaume hellénistique, en 31 à la bataille d'Actium, Marc-Antoine et Cléopâtre sont battus par Octave, qui va devenir le premier empereur romain sous le nom d'Auguste, et l'Égypte devient une propriété personnelle de l'empereur. Enfin, en 27 avant Jésus-Christ, la Grèce devient une province, la Grèce de l'époque bien entendu, qui correspond en gros à la moitié du territoire national grec actuel, devient une province romaine sous le nom d'Achaïe. Ça va ? Donc vous avez retenu le nom des 4 grands royaumes, parce qu'il y en a d'autres hellénistiques. D'une part, celui des Séleucides, ensuite celui de Macédoine, en 4e lieu celui d'Égypte, et alors en 3, vous voyez, celui de Pergame. Voilà. Le décor étant planté, nous allons maintenant passer à la vision que longtemps on a eue de l'époque hellénistique, c'est-à-dire une période où, selon la thèse d'un historien allemand qui s'appelle Droysen, au XIXe siècle, les cultures grecques d'une part et orientales d'autre part se sont harmonieusement confondues in fine
ont donné lieu à une nouvelle civilisation, si vous voulez, gréco-orientale, qui aurait été la civilisation hellénistique. De nombreux travaux dans le courant du XXe siècle ont montré que cette vue était trop idyllique, idéaliste, et que bien au contraire, les Grecs, les Macédoniens plus particulièrement, étaient restés à l'écart des cultures orientales et n'avaient pas cherché à comprendre celles-ci. Il y avait même un certain dédain des Grecs qui vivaient entre eux, un petit peu comme les Blancs à l'époque de la colonisation de l'Afrique. Il y avait le quartier des Blancs, des colons, et à côté de ça, vous aviez les cases des Noirs. Mais il n'y avait pas évidemment de rencontre entre les populations. Donc, il y a donc une révision totale de l'idée qu'on en avait précédemment. En revanche, les élites des populations conquises par Alexandre le Grand, qui meurt en 323 avant Jésus-Christ, eh bien, les élites locales, elles, pour maintenir leur statut, pour maintenir leur pouvoir localement, et pour essayer d'être bien vues par le conquérant macédonien, ont cherché à imiter, à s'adapter à la culture grecque. Donc le mouvement n'est pas venu des Grecs, il est venu des populations, des élites plutôt locales, dans un but essentiellement opportuniste. Nous allons maintenant considérer non pas l'ensemble de l'époque hellénistique, mais aborder un sujet particulier. Ce sujet particulier, c'est quoi? Ce sujet particulier, c'est l'histoire politique, l'histoire institutionnelle de l'époque hellénistique. Donc je ne vais pas traiter ici de l'histoire économique et sociale et de l'histoire culturelle, qui font l'objet ou qui feront l'objet de chapitres ultérieurs. Deux points seront abordés. Tout d'abord, l'image de la personne du roi, qui occupe une place centrale dans les États hellénistiques, et ensuite, dans un deuxième temps, l'organisation, le fonctionnement de ces États hellénistiques. Je commence donc, dans un premier temps, par le personnage du roi dans tous ces royaumes. Eh bien, le roi ne se définit pas d'abord en tant que chef d'une nation ou en tant que chef d'un territoire, mais il se définit avant tout par ses qualités personnelles. Quelles sont les qualités que l'on attend à cette époque-là du roi hellénistique? Eh bien, ce ne sont pas les qualités que l'on attendait du roi macédonien traditionnel avant la conquête, et ça ne correspond pas non plus à l'image du roi à l'époque archaïque. Non. L'image du roi, donc l'idéologie monarchique, puisque c'est bien de cela dont il s'agit, se trouve en fait d'une part dans les textes des sophistes de l'époque classique et d'autre part dans les textes des stoïciens qui fleurissent pendant l'époque hellénistique, donc de deux écoles philosophiques. Quelles sont donc les qualités que l'on attend du roi? On attend d'abord du roi qu'il soit un vainqueur, qu'il soit invaincu. C'est pour ça qu'il porte le titre de Nicator. Nicator, il me semble vous en avoir parlé quand on a vu Athéna. Athéna porte le titre d'Athéna Niké, c'est-à-dire Athéna la victoire. Donc Nicator, c'est le victorieux.
Pensez au prénom de Khrouchtchev, c'était Nikita, ce qui voulait dire le victorieux. C'est un russe, hein, mais il y a un certain nombre de mots russes qui viennent directement de l'Empire byzantin, parce qu'il y a eu une tradition, si vous voulez, une transmission d'un certain nombre d'éléments culturels et idéologiques entre Byzance et la Russie. À côté de ça, le roi doit être ami des hommes, donc il doit être philanthrope. Il doit être aussi ami du peuple qui domine les populations orientales, c'est-à-dire qu'il doit être philhellène. Le roi est aussi celui qui procure des bienfaits. Le roi est donc évergète. Je crois vous avoir expliqué dans un cours précédent d'où vient le mot évergète. Il vient de E qui en grec veut dire bien, et ergète, ça vient de ergon qui veut dire l'action qui est faite. Donc ça veut dire le roi bienfaisant. Il y a encore d'autres termes. Il est également soter, ça veut dire sauveur. Donc vous voyez que c'est une figure très paternaliste qui est mise en avant. Le roi est donc, si on pouvait résumer tous les qualificatifs que j'ai utilisés ici, le roi est donc avant tout un protecteur. Je crois que c'est l'idée centrale qu'il faut retenir. Qu'il soit un protecteur sur le plan militaire, dans la mesure où il doit défendre son royaume et, si possible, l'agrandir par des territoires nouveaux. Sur le plan social, il doit nourrir, ou en tout cas assurer, la nourriture de la population, mais quand je dis la population, c'est la population évidemment avant tout grecque. Il doit ensuite être ami des Grecs, mais tout ça est associé. Donc l'idée de protection est ici essentielle. Le monarque macédonien qui était la tête d'un royaume de type hellénistique, ce roi a tous les pouvoirs, c'est donc bien un monarque absolu. Ces monarchies sont des monarchies militaires. Alors, pour conforter son pouvoir, le roi se dit non pas égal à un dieu, mais comme un dieu. Donc il y a analogie, parce que s'il est roi, c'est que les dieux ont voulu qu'il ait ce destin-là. Alors ceci est important. Il y a certains souverains hellénistiques, que ce soit dans l'Égypte ptolémaïque, ou l'Agide, c'est la même chose, puisque Ptolémée, c'est le premier pharaon macédonien, enfin après Alexandre, bien entendu. Cette dynastie s'appelle aussi dynastie des Ptolémées ou dynastie des Lagides, du nom du père de Ptolémée qui s'appelait Lagos. Donc les deux termes sont utilisés de manière indifférente. Et donc il y a un Ptolémée, si mes souvenirs sont bons, c'est Ptolémée II, Ptolémée III, qui a divinisé ainsi sa sœur, Arsinoé, et après sa mort, lui-même a été divinisé. Mais entendons-nous bien, la plupart du temps, ils ne sont pas des dieux, ils sont comme des dieux. C'est une manière pour eux de légitimer évidemment leur pouvoir, puisqu'ils sont choisis pour leur qualité par la divinité. C'est important parce que cette tradition va être reprise par les empereurs romains à partir d'Auguste. Les empereurs romains vont se faire diviniser après leur mort, mais de leur vivant, ils sont honorés comme des dieux. Donc ils ont leur statut à côté des dieux. Et ce qui va poser tant de problèmes aux chrétiens qui vont refuser d'honorer la statue de l'empereur considéré comme un dieu de son vivant, évidemment, puisqu'ils sont monothéistes. En revanche,
Si cette tradition s'impose chez les Lagides en Égypte et chez les Séleucides en Asie, quand je dis en Asie, c'est ce que nous appelons le Moyen-Orient, hein, bien entendu, ce n'est pas l'Asie des Romains, parce que l'Asie des Romains, c'est une province qui se trouve tout à fait à l'ouest de la Turquie actuelle. En revanche, je dis bien, chez les Antigonides. Les Antigonides, c'est donc la dynastie qui règne sur la Macédoine. Je vous rappelle que la Macédoine est la partie septentrionale du territoire national grec actuel. Donc, chez les Antigonides, il n'est pas question que le roi soit considéré comme un dieu, soit honoré comme un dieu. De même chez les Attalides, qui règnent donc sur une partie importante, sur la partie occidentale de ce que nous appelons la Turquie aujourd'hui. Nous allons passer maintenant à l'État. Comment l'État hellénistique fonctionnait-il? Je vous ai dit qu'il s'agit de monarchie militaire. Je vous ai dit que le roi possède un pouvoir absolu. Il y a toutefois un certain nombre de nuances qu'il faut apporter suivant le royaume hellénistique dans lequel vous vous trouvez donc entre le IIIe et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Nous allons commencer par le royaume des Antigonides, donc la Macédoine. Il s'agit d'un royaume militaire et absolu, bien entendu, qui est divisé en un certain nombre de mérides. Le mot méride appartient à la même famille que méridien, que vous connaissez bien par vos cours de géographie, en méride, c'est-à-dire en district. À l'intérieur de chacune de ces provinces, vous avez une cité qui est autonome. Alors entendons-nous bien, autonome, c'est-à-dire que ces cités qui se trouvent dans le royaume de Macédoine décident elles-mêmes pour leur propre gestion, mais en revanche, sur le plan, je dirais, de la politique extérieure et pour tout le reste, elles n'ont strictement rien à dire. Donc c'est uniquement la gestion interne qui est autonome. Évidemment, maintenant, pour les cités qui dépendent de la Macédoine, mais qui ne se trouvent pas en Macédoine même, ces cités-là possèdent un autre statut. Chacune de ces mérides, chacun de ces mérides plutôt, est dirigé par un épistate. Nous passons maintenant à un deuxième royaume hellénistique, qui est le royaume des Lagides. C'est le royaume qu'on connaît certainement le mieux, parce que disposant d'une bureaucratie très puissante, il a laissé le plus grand nombre de traces, d'archives. Il ne faut pas oublier que quand Alexandre le Grand conquiert l'Égypte, il conquiert un territoire qui est un État qui a déjà, à ce moment-là, plus de 2500 ans. C'est un très très vieil État qui a ses traditions, qui a son administration, qui a ses institutions. Le roi a un double visage, si vous voulez, une double nature, puisque en tant que roi de la population locale, des Égyptiens, il est quoi? C'est un pharaon, autrement dit, c'est un dieu incarné. Mais pour les Grecs, pour les Macédoniens, c'est au départ avant tout un chef militaire. Donc il a une double nature.
Il existe en Égypte, dans l'Égypte hellénistique, une administration fiscale très très importante qui produit beaucoup de papier, ou plus exactement, à l'époque c'est pas du papier, c'est du papyrus. Et c'est la raison pour laquelle on connaît quand même relativement bien, par rapport à d'autres régions du monde antique à la même époque, cette Égypte lagique, même si on est toujours en manque de sources, si vous voulez, mais on la connaît quand même beaucoup mieux que d'autres régions pour toute la Méditerranée. Alexandre le Grand n'a créé en fait qu'une seule ville, qui porte son nom et qui existe toujours aujourd'hui, qui est Alexandrie. Il n'y a donc pas ou peu de colons qui viennent de Grèce et de Macédoine, et pour lever des troupes, le roi Lagide, le pharaon hellénistique, doit engager donc des mercenaires égyptiens la plupart du temps. Ça va créer toute une série, ou plutôt ceux-ci vont créer une série de troubles et de révoltes dans le pays. Nous passons maintenant à l'administration d'un troisième royaume, après celui des Antigonides et des Lagides, celui des Séleucides, qui règnent sur la plus grande partie donc, du Moyen-Orient. Alors, les Séleucides ont repris l'organisation de l'Empire perse, qui a été conquis donc par Alexandre le Grand. Cet empire perse était divisé en grandes satrapies. Ces satrapies correspondaient pour chacune d'entre elles à un peuple, au territoire d'un peuple. Et lorsque ces satrapies étaient trop grandes, elles étaient elles-mêmes subdivisées en districts et en cantons plus petits, parce qu'il s'agit de territoires immenses. C'est un immense territoire que celui des Séleucides. À l'origine, donc c'est-à-dire au IIIe siècle, c'est le satrape, c'est-à-dire le gouverneur de cette grande province, qui dirige l'administration, qui dirige également tout ce qui relève de la perception de l'impôt, donc la fiscalité. Il est flanqué d'un personnage qui lui est subordonné, qui est le stratège qui s'occupe des affaires militaires, qui dirige l'armée. Au IIe siècle, et c'est assez significatif, il y a déplacement des rôles. C'est le stratège qui devient plus important que le satrape. Pourquoi? Mais parce que l'on se trouve à une époque où les Parthes en particulier progresse et que l'Empire séleucide se trouve un petit peu dans la même situation que l'Empire romain à la fin du IIe siècle de notre ère, lorsque la dynastie des Sévères, à commencer par Septime Sévère, prend le pouvoir, donc pour une quarantaine d'années, jusqu'en 235, et établit une monarchie militaire. Donc c'est l'époque où l'Empire romain va se militariser fortement. Eh bien là aussi, il y a une militarisation du régime qui est liée évidemment aux dangers extérieurs. Je ne voudrais pas faire d'anachronisme un petit peu facile, mais quand vous voyez un petit peu ce qui se passe en Europe à l'heure actuelle, même aux États-Unis, pensez à ce projet de Trump de construire un grand mur entre le Mexique et les États-Unis, eh bien ici, on voit très bien les fantasmes que l'on projette sur ces populations de migrants que l'on présente comme presque, c'est pas presque, certains
c'est le cas par exemple du Parti populaire en Belgique, présidé par Michael Mokkamen, qui présente en fait ces migrants comme des barbares à la porte de l'Empire romain. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces discours. Donc, on se retrouve un petit peu dans la même situation, je dirais, et alors vous avez une militarisation de la vie, en tout cas dans son apparence de tous les jours, suite aux attentats, vous voyez, en France et en Belgique, combien les rues sont pleines de militaires et de policiers. Donc, fantasme ou réalité, ce n'est pas mon rôle ici de me prononcer à ce sujet-là, mais donc, et surtout je vous ai dit, il ne faut pas faire de comparaison facile, ce serait stupide, la situation n'a strictement rien à voir, mais enfin c'est pour vous dire qu'à partir du moment où il y a une menace réelle ou exagérée extérieure, ou vécue comme telle, évidemment il y a une transformation du régime en un régime militaire. Alors, il reste à essayer de comprendre comment fonctionne cet empire séleucide. On peut distinguer trois types de territoires. Il y a tout d'abord, au sein même de l'empire séleucide, des cités grecques, qui disposent de leur autonomie interne. Je vous rappelle ce que signifie le mot autonomie, ça veut dire que l'on décide de sa propre loi, littéralement. On a sa propre loi, autonomie. Ces cités se disent donc libres pour leur gestion interne. On parle dans ce cas-là, de cités éleuthéroi. Pour ceux qui ont suivi les événements de ces dernières années, en Grèce, il y avait deux mots qu'on entendait très souvent, c'était antarsia, qui veut dire insurrection, et eleftheria. Eleftheria en grec moderne, ça veut dire la liberté. Bien donc en grec ancien, eleutheria, ça signifie la liberté, donc eleutheroi, ça signifie, c'est masculin pluriel, pour des gens libres, si je vous parle de cité. Ça, c'est première catégorie. Deuxième catégorie, il y a les cités, ou plutôt exactement, ce n'est pas des cités, des territoires dynastiques ou sacerdotaux. Quand je dis dynastique, ça veut dire que ce sont des territoires qui appartiennent à des dynasties locales, parce qu'il y a toujours des dynasties locales dans l'Empire séleucide. Si vous voulez, ce sont des sous-royaumes, ce n'est pas des Bantoustans, mais enfin ce sont des royaumes dirigés par des rois locaux qui dépendent du roi séleucide. Ce sont aussi des territoires qui appartiennent en propre à des temples, c'est pour ça que je parle de territoires sacerdotaux, et qui vivent donc avec leurs propres lois. Et enfin, vous avez une troisième catégorie, ce sont les territoires qui dépendent directement du roi séleucide, territoires sur lesquels il y a donc des villages, où les paysans, que l'on appelle des laoi, L-A-O-I, ça vient de Laos en grec qui veut dire le peuple, des laoi, qui payent des impôts, qui vont directement dans la poche, si je puis dire, là c'est encore un anachronisme, mais qui vont dans les caisses du roi séleucide. Puisque pour les rois hellénistiques, le royaume est leur propriété privée. Mais, comme ce sont des terres qui sont possédées en propre par ces rois séleucides, pour faire adhérer au régime et à leur personne surtout, parce que la personne du roi est le cœur du système, eh bien le roi fait régulièrement des donations. Donc il perd évidemment en surface ce qu'il acquiert dans le cadre d'une clientèle.
Vous vous souvenez peut-être que je vous ai parlé de cela lorsque nous avons eu un cours, il y a quelques mois, sur le clergé en Égypte, du 7e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ. Je vous ai parlé de ces donations qui étaient faites déjà à l'époque pré-alexandrine et à l'époque des Lagides par les rois au clergé, ou plus exactement au temple, qui avait évidemment beaucoup de poids sur le plan politique, sur le plan économique dans la vie du royaume d'Égypte. Donc chez les Séleucides, on a la même chose. Alors, chez les Attalides, on a un système qui est assez proche de celui des Séleucides. Ça fonctionne en gros de la même manière. Il me reste maintenant à terminer, je dirais, cette vision générale sur les États à l'époque hellénistique. Il y a donc, vous l'avez bien compris, d'abord l'institution la plus importante, je dirais, en termes de superficie, ce sont les royaumes, bien entendu. J'ai parlé des 4 royaumes principaux, donc les Antigonides, les Lagides, les Séleucides et les Attalides. Mais à côté de ça, vous avez un certain nombre de cités qui sont restées indépendantes, qui sont restées libres, et qui croissent d'ailleurs pendant cette période hellénistique. C'est le cas de Rhodes jusque dans la première moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ, Rhodes qui a des territoires dans le sud de l'Asie mineure, mais qui va être supplanté à la suite d'une défaite et à la suite d'une décision de Rome par Délos, qui va devenir un port franc dans la Méditerranée orientale. Alors quand je dis Délos, c'est l'île de Délos. Il ne faut pas croire que les habitants de Délos sont devenus riches à ce moment-là, puisque toute la population de Délos a été déportée, et que donc c'est plus la population initiale que vous trouvez à Délos à ce moment-là. Donc ce n'est pas cette population Délos qui est favorisée en tant que telle. C'est ce territoire qui prend un statut particulier, celui de Port-Franc, qui est un petit peu l'équivalent de ces zones que les Chinois ont créées maintenant il y a une trentaine d'années dans le sud-est de la Chine, comme Shenzhen, etc., et qui permettaient d'avoir des rapports commerciaux avec le monde capitaliste. Ça va ? Donc c'est un statut économique particulier. Et puis alors ne parlons pas des affaires en ce moment, les Panama Papers, etc. Ce sont au fond, vous savez qu'il y a des petites îles comme ça un peu partout dans le monde, des petits territoires qui se sont donnés un statut particulier où il y a une franchise, où on ne paye pas d'impôts, voilà. Hein, c'est un petit peu comme ça, Délos, dans la partie de la deuxième moitié donc, du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Alors, il reste enfin une dernière forme politique, ce sont les confédérations. Donc, la Macédoine occupe donc le nord de la Grèce, du territoire grec actuel. Mais pour la Grèce centrale et le sud de la Grèce, là, vous avez des confédérations qui se sont formées. Il y a la confédération achéenne et la confédération étolienne. Elles sont parvenues à résister donc à la conquête macédonienne. Donc si je dois résumer maintenant tout mon propos, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que si tous ces royaumes hellénistiques finissent par être battus par Rome ou par les Parthes, il n'en demeure pas moins qu'ils ont, dans leur organisation et par l'idéologie qu'ils ont véhiculée, je vous ai parlé tout à l'heure de cette idéologie monarchique que l'on va retrouver à Rome et qui vient directement de la pensée politique grecque classique qui a elle-même été véhiculée et transmise par la suite par les royaumes hellénistiques, eh bien, cette période reste une période très importante. Il ne faudrait quand même pas oublier que si
il y a encore des humanités gréco-latines dans un certain nombre de pays, c'est pas parce qu'il y a eu Athènes et ses grands écrivains, parce qu'il y a eu Athènes et ses grands philosophes, parce que Athènes a inventé, entre guillemets, la démocratie, c'est surtout parce que le grec a été la langue véhiculaire du bassin oriental de la Méditerranée, non seulement à partir de l'époque hellénistique et pendant toute l'époque romaine, mais, je dirais, pendant tout l'Empire byzantin, même si celui-ci a été fortement rogné par la conquête arabe et puis par la conquête turque. Voilà. Donc la langue grecque, la culture grecque vont être récupérées, même des institutions grecques vont être récupérées par ces empires qui ont succédé au royaume macédonien, à ces royaumes hellénistiques. Je parle de Rome, je parle de Byzance, et je parle même des empires arabes et turcs. Il me reste à vous montrer maintenant quelques ouvrages. Alors, tout d'abord, de Wilmosé et Goukowski, Le monde grec et l'Orient, aux presses universitaires de France. De Claire Préau, Le monde hellénistique, la Grèce et l'Orient, presse universitaire de France également, collection Nouvelle Clio. De Pierre Lévesque, Le monde hellénistique, chez Armand Collin. De Pierre Cabanès, Le monde hellénistique de la mort d'Alexandre à la paix d'Apamée, c'est le tome 4 de la Nouvelle Histoire de l'Antiquité. Alors, La civilisation hellénistique de François Chamou, chez Artaud. La civilisation hellénistique de Paul Petit, en que sais-je. L'histoire économique et sociale du monde hellénistique chez Lafon de Rostovtsev, très grand auteur de la première moitié du XXe siècle, un auteur russe, comme son nom l'indique. L'impérialisme macédonien et l'hellénisation de l'Orient de Pierre Jouguet, dans la collection L'évolution de l'humanité chez Albin Michel. Alors, sur l'époque lagide, l'État et les institutions en Égypte des premiers pharaons aux empereurs romains de Geneviève Husson et Dominique Valbel, collection U chez Armand Collin. De Bernard Lançon et Christian-Georges Schwenzel, l'Égypte hellénistique et romaine, chez Nathan. La vie quotidienne à Alexandrie de 331 à 30 avant Jésus-Christ, chez Hachette, collection La vie quotidienne donc. D'Arnaldo Momigliano, Sagesse barbare, les limites de l'hellénisation, chez La Découverte, c'est un des plus grands historiens de l'Antiquité, et qui justement explicite mon introduction sur les rapports entre Grecs et barbares, entre guillemets. De Pierre Grimal, Le siècle des Scipions, Rome et l'hellénisme au temps des guerres puniques, chez Aubier. Alors, Paul Venn montre dans son ouvrage L'Empire gréco-romain paru au Seuil, que ça n'a pas de sens d'en parler d'Empire romain, puisque celui-ci qui a conquis militairement le monde hellénique ou hellénistique par les armes, a été vaincu, en fait, sur le plan culturel, par ce monde hellénique. Vous connaissez certainement la phrase d'Horace, donc ce poète romain latin du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui dit que donc Rome, attendez, comment c'est, oui, la Grèce vaincue par les armes a vaincu Rome par les arts.
Donc, c'est un ouvrage fondamental qui, dans toute une série de chapitres, montre justement cette hellénisation du monde romain. Alors évidemment, l'ouvrage fondamental pour ce cours, c'est évidemment l'État grec de Victor Ehrenberg, sur lequel je me suis bien sûr appuyé, publié chez François Maspero. Donc ça, c'est vraiment l'ouvrage dont une partie, la troisième partie, porte véritablement sur ce cours. Alors, je vous ai parlé des sophistes tout à l'heure, je vous renvoie au petit livre de Jacqueline de Romilly, grande helléniste aussi, Les grands sophistes dans l'Athènes de Périclès, publié en livre de poche. Et enfin, deux sources très importantes, Polybe, Histoire, c'est traduit du grec, publié dans la bibliothèque de l'Apéade, c'est un des très grands historiens de l'Antiquité, il a donc écrit en grec. C'est un grec qui a écrit donc l'histoire de la conquête romaine, en particulier des royaumes hellénistiques. Et donc c'est un Romain qui n'est pas un collabo, mais qui a une très grande admiration pour Rome. Enfin, un ouvrage qui a été écrit bien après sa mort, en latin cette fois, l'histoire d'Alexandre le Grand de Quinte-Curse, écrivain latin. Donc vous avez ici le texte dans une collection bilingue. À gauche, vous avez le texte latin, à droite, vous avez le texte français. J'ai dit.